infiniment. Madame X, merci infiniment d'être ici. Madame X, est-ce que, à votre connaissance, certains intervenants, de façon volontaire, vont scraper les rencontres ou les contacts prévus avec les enfants, surtout lorsqu'une cour imminente est imminente, là? Oui, oui. Nous, on fonctionne avec des horaires qui sont hebdomadaires. Souvent, on va avoir un message de ne pas se présenter sur un mandat parce que soit le parent a annulé ou que l'intervenante a annulé, que l'intervenante doit aller faire la rencontre sans nécessairement qu'elle se présente, vraiment. J'ai vu plein de situations où le contact n'a pas lieu et ce n'est pas la faute de l'enfant et ce n'est pas la faute du parent. Des parents qui se font dire que leur enfant ne veut pas les voir alors qu'on ne prend même pas la peine de se déplacer pour aller chercher l'enfant. Des parents qui sont avisés à la dernière minute que le contact n'aura pas lieu. Des parents qui ont des changements d'horaire qui n'ont pas été prévus à temps, qui n'ont pas la bonne heure de contact. Oui, on en voit fréquemment. Et ces insatisfactions-là des parents, c'est pas l'intervenante qui les vit, c'est la réception de l'établissement, c'est tout le personnel qui va être autour. Mais l'intervenante, souvent pas là pour annoncer aux parents que son contact n'aura pas lieu. Ne descendra pas du bureau, ne sera pas disponible, ne prendra pas d'appel. Merci. Est-ce qu'il est exact de dire que des intervenants vont faire déplacer des parents dans des bureaux de la DPJ pour les rencontrer avant un contact et que suite à cette rencontre-là, ils vont couper le contact? Oui. Oui. Ils vont souvent mentionner que le parent n'est pas dans un état émotif adéquat pour voir son enfant. Moi, j'ai vu un intervenant annoncer à un parent que c'est la dernière fois qu'il va voir son enfant aujourd'hui. Le parent doit être disposé et bienveillant face à son enfant, alors qu'il vient d'apprendre qu'il ne le reverra jamais plus, qu'il y aura un interdit de contact et que l'enfant sera placé en majorité. On demande à ce parent-là d'être souriant, alors qu'il a juste envie de brailler sa vie. Merci. Est-ce que vous avez vu lors de contact avec les parents-enfants, avant ce contact-là, des intervenantes dire à des parents, écoutez, vous allez devoir dire à votre enfant qu'il va être placé jusqu'à 18 ans et lui dire qu'il va être mieux dans la famille d'accueil? Oui, on le voit. C'est arrivé dans plusieurs dossiers où le jugement n'avait même pas été rendu encore. L'intervenant verbalise à la famille d'accueil qu'il va avoir cet enfant-là jusqu'à majorité, alors qu'aucun jugement n'a été rendu. On est encore à l'étape de l'évaluation des parents. Et l'enfant a déjà été offert à quelqu'un. C'est là qu'on voit que ce n'est pas nécessairement toujours des décisions qui sont prises dans l'intérêt de l'enfant, parce que l'intérêt premier de l'enfant est d'être avec ses parents. Je suis d'accord qu'on sorte les enfants qui sont victimes d'abus, de violence, de négligence profonde. Mais le besoin d'un enfant, c'est d'abord d'être aimé par ses parents. Absolument. Est-ce que vous avez connaissance ou a déjà eu connaissance que des intervenants de façon volontaire ne vont pas changer l'algorithme du parent dans le but de lui nuire? Oui. Moi, j'ai des dossiers où les enfants sont âgés de 5-6 ans, puis que le mandat n'a même pas été revu. C'est encore écrit sur des mandats que le parent doit offrir un biberon, un changement de couche à l'enfant,
que le parent n'a jamais été réévalué dans sa face, dans son dossier face à l'enfant, où aucun intervenant n'a pris la peine de se déplacer pour aller voir le parent en action avec son enfant. Mais ce parent-là est étiqueté. Ce parent-là n'aura jamais la chance, aux yeux de la DPJ, de devenir un parent adéquat. Même si l'enfant demande de passer plus de temps avec son parent, ce n'est pas pris en ligne de compte. C'est un besoin pourtant bien verbalisé et ce n'est pas reconnu. Merci. Est-ce qu'il est exact de croire ou de penser qu'au Québec, la DPJ, de façon volontaire, pratique le profilage systémique des personnes qui sont moins bien nanties et des anciens de leur système dans le but de leur nuire et de leur porter préjudice? Dans plusieurs dossiers, malheureusement, je dois vous dire que oui. Souvent, on entend dire « Ah oui, ce jeune parent-là est un de nos usagers il y a quelque temps. C'est malheureux, mais il ne sera jamais en mesure de prendre soin d'un enfant, alors qu'il n'a jamais été évalué comme parent. On a pris pour acquis que ces erreurs du passé vont toujours être répétées, alors qu'on a des enfants qui ont progressé, qui ont appris de leur passage en centre jeunesse et que leur objectif est de ne jamais faire subir à leurs enfants ce qu'eux-mêmes ont subi. On a des parents aujourd'hui, de jeunes parents qui nous verbalisent avoir vécu des atrocités dans des familles d'accueil. Et ces parents ne sont toujours pas pris au sérieux. Et des jeunes parents qui ont vécu des abus physiques, sexuels, des négligences abominables et sont aujourd'hui les accusés de tels méfaits alors qu'ils n'ont jamais eu la chance de prouver leur capacité comme parents. Tu sais, le premier enfant d'une famille qui a été enlevé au berceau de l'hôpital, le parent n'a pas eu le temps de faire ses preuves. J'ai des bébés qui ont été enlevés à leurs parents parce qu'un parent ne se sent pas bien d'être dans un milieu hospitalier suite à des précédents qui ont vécu des traumatismes. On va l'accuser de ne pas être près de son enfant. On va aller jusqu'à lui ôter la garde de son enfant. On ne comprend pas qu'une mère puisse faire une dépression postpartum après un accouchement. La mère est inadéquate, point. Elle n'a pas le soutien qu'elle a besoin. J'ai des parents qui ont demandé du répit parce que, pour des raisons de santé, pour aller chercher de l'aide. Puis la décision finale a été qu'on leur enlève les enfants. Même après que le parent se soit soigné. Même après avoir été chercher de l'aide nécessaire. Puis, il y a des enfants qui sont dotés à des parents qui ont déjà des enfants adultes, qui ont recommencé une nouvelle famille, puis tout d'un coup, on leur dit, ben, vous n'avez pas les capacités parentales de prendre soin de votre enfant, alors que ce parent-là en a élevé 2 ou 3 autres auparavant. C'est vraiment exécrable. Merci. Est-ce qu'à votre connaissance, ou au meilleur de votre connaissance, la DPJ manipule de façon volontaire des organismes du centre de santé et services sociaux, directs ou indirects, pour soutirer des rapports ou des diagnostics contre le parent ou diagnostic de l'enfant dans le but de les laisser dans des familles d'accueil ou de les envoyer dans des centres de réadaptation? Oui. Il y a beaucoup de liens qui se font. Je veux pas. La DPJ fait maintenant partie du ministère de la Santé et des Services sociaux. Alors, il y a beaucoup d'échanges qui se font. Certains organismes ne seront jamais reconnus comme partenaires de la DPJ parce que la DPJ sont
pas capable de les manipuler autant qu'ils voudraient le faire. Il y a des parents qui nous arrivent avec un nouveau diagnostic dans un dossier, alors que le parent a consulté, a été évalué en psychologie. Bon, il n'y a rien dans le dossier médical du parent, puis la DPJ va leur arriver avec un diagnostic de santé mentale. On n'est pas des médecins. Il n'y a pas un intervenant du centre jeunesse qui est capable de poser un diagnostic en santé mentale sur un parent. On peut avoir des pistes, mais on n'est pas apte à poser aucun diagnostic. Merci. Est-ce que de façon, à votre connaissance, de façon volontaire ou non volontaire, ou directe ou indirecte, des intervenants vont mentir à la cour? Oui. Oui. Ils vont même mentir sur des écrits qu'ils ont, mais comme la personne qui a rédigé les écrits n'est pas là pour contredire, vont les utiliser à leur fin. Si l'intervenant a jugé que le mieux pour l'enfant n'était pas de retourner avec son parent, il va utiliser tout ce qu'il peut contre le parent sans mettre en valeur ce que le parent a réalisé comme progrès dans son cheminement. Le parent n'a jamais la petite tape dans le dos pour se dire « Hey, quand t'as fait des affaires, je le reconnais, continue. » Le parent n'a jamais ce support-là du DPJ. Merci. Est-ce qu'à votre connaissance, des intervenants et des familles d'accueil confondues, régulières ou banques mixtes, ensemble se parlent au détriment du parent biologique? Oui. J'ai déjà vécu des cas où la famille d'accueil était pleinement au courant des erreurs passées du parent. La raison pourquoi le DPJ voudrait retirer l'enfant de ce parent-là était capable de mettre un nom sur le parent. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est très facile de faire des liens quand la confidentialité n'est pas tenue, n'est pas respectée. Merci. Est-ce qu'à votre connaissance, le fait que les parents d'accueil se font appeler papa et maman et qu'ils portent certains, comme vous avez dit tout à l'heure, là, qu'il y a des agressions physiques ou sexuelles, ou les deux, là, que certaines agressions physiques ou sexuelles seront mises sur la faute des parents biologiques quand on sait très bien que ces agressions-là ont été faites par les parents d'accueil? Oui. Oui. L'enfant va être naturellement porté à appeler la famille d'accueil papa ou maman si les enfants biologiques de ces parents-là sont sur place. On va demander aux parents de ne pas réagir. Quand l'enfant mentionne papa ou maman, autre que son parent biologique, on interdit aux parents de réagir. C'est tout ce qui peut être utilisé justement contre le parent peut être utilisé contre lui. J'ai des familles qui n'ont jamais donné d'autorisation pour que l'enfant ait des soins médicaux. Et les enfants sont pourtant vus par différents médecins sans que le parent soit au courant. Alors, tout peut être facilement caché. Merci. À votre connaissance, est-ce que des intervenants entre eux vont organiser ce que moi j'appelle des drama queen shows, là, pour aller pogner des parents, entre guillemets, là, pour pouvoir les coincer et les faire mal paraître et les faire criminaliser, des dossiers montés? Oui. On voit des situations où le parent ne voit que comme seule façon de se faire entendre, de médiatiser son dossier. Ce parent-là va être sur une blacklist. On va être avisé
qu'il peut y avoir des recours pris contre le parent. Ce parent-là, quand il va rencontrer les intervenants vont provoquer le parent de façon à ce qu'il surréagisse, même souvent en présence des enfants. On accuse souvent les parents de ne pas être protégeants envers les enfants, mais j'ai vu des situations où les intervenants n'étaient pas protégeants envers les enfants aussi. Merci. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de savoir qu'il y avait une rencontre qui aurait lieu et que l'intervenant avait planifié que cette rencontre-là ne se ferait pas pour que les enfants réagissent et que ça l'éclate à l'intérieur du centre jeunesse, là? Je ne pourrais pas vous dire si c'était vraiment intentionnel, mais on voit souvent que ça arrive. Des parents qui attendent, leurs enfants ne se présentent pas, des parents qui attendent et que la personne qui devait prendre en charge l'enfant s'est déplacée et que l'enfant n'était pas sur les lieux où il devait être pris en charge. J'ai vécu des situations où ni même la DPJ, ni même la famille d'accueil n'était en mesure de localiser l'enfant. Tout est... le parent doit accepter... De plus, le parent doit accepter le fait qu'il ne verra pas son enfant de façon sereine. Le parent ne peut pas réagir, ne peut pas démontrer ses émotions, parce qu'il est menacé d'être accompagné à la sortie par l'agent de sécurité. Et, on en voit beaucoup, là. C'est pas vrai qu'à la DPJ, tous nos parents sont mécontents, sont frustrés. Souvent, ils le deviennent suite à une confrontation entre l'intervenant et le parent. Mais c'est des événements qui sont provoqués. Le parent qui vient voir son enfant arrive d'un naturel souriant et heureux de pouvoir profiter de quelques instants avec son enfant. Souvent, on va voir durant la rencontre, l'intervenante va venir se présenter et le contact va être gâché. La qualité du contact ne redeviendra pas calme et paisible comme elle était avant l'intervention. Allez-y, je m'excuse, allez-y. Les intervenants sont pleinement conscients que le parent est en rencontre avec l'enfant au moment de faire l'interruption. Il y aura toujours la possibilité de faire l'intervention après ou avant la rencontre. Pourquoi la faire pendant? Alors qu'on ne veut pas que les enfants voient ce qui pourrait être négatif, voient un parent en colère, on provoque cette situation-là et on va accuser le parent de ne pas être en mesure de se contrôler devant son enfant. Merci. Est-ce qu'à votre connaissance, les familles d'accueil qui ont des petits bébés, souvent là, qui sont là, vont tout faire pour qu'il n'y ait pas de contact avec le parent biologique? Souvent, les après-rencontres vont être décrites de façon négative. Va être mentionné que l'enfant est impacté négativement à la suite de la rencontre. Ils sont capables d'interpréter quand même assez clairement ce que l'enfant veut dire en pleurant. Je me suis fait déjà dire que l'enfant, après le contact, vivait beaucoup de constipation. Un bébé qui est nourri au lait, qui prend un biberon pendant son contact, on accuse le parent de constiper son bébé. C'est les enfants qui dorment ou qui ne dorment pas, suite à la stimulation d'un parent, le parent qui a joué pendant 2 à 3 heures avec son enfant, c'est-tu normal qu'il dorme?
oui, on se fait reprocher que c'est pas normal. L'enfant dort trop après. Le parent a été inadéquat, probablement manqué de jugement, a dû faire quelque chose qui a empêché de dormir l'enfant pendant son contact. Pas du tout. Nous, on est justement en première instance pour voir est-ce que tout soit adéquat. Si l'enfant il y aurait un risque de danger pour l'enfant, nous aurions déjà agi avant le retour à domicile. Et c'est le parent qui se fait accuser après. Tu sais, l'enfant qui pleure parce qu'il ne veut pas partir, qui se tient après la jambe de papa ou de maman, va être interprété comme de quoi qu'il ne veut pas voir son parent. Il ne veut pas être là. Non, c'est pas ça qu'on voit. On voit des enfants qui veulent passer du temps de qualité, puis que le parent va avoir un 2 heures avec une période de repos à offrir à son enfant pendant une semaine. Alors que le parent faisait une prise en charge complète des enfants avant qu'ils soient retirés du domicile. L'enfant ne sait pas pourquoi il est retiré du domicile. Tu sais, j'ai déjà vécu une situation où une jeune fille, justement, est avisée à l'école. Le parent a dû annuler un contact parce qu'il n'était pas en état de faire le contact. Le parent était malade. Et le message qui a été transmis à l'enfant, c'est « Ton parent ne veut pas te voir aujourd'hui. » Il y a une différence entre « Ton parent ne veut pas te voir » et ton parent n'est pas en état de te recevoir. Moi, un parent qui vomit, je m'excuse, je préfère qu'il prenne du temps pour se reposer. On déplacera le contact une journée qui va aller mieux. Je n'irai pas dire à l'enfant, ton parent ne veut pas te voir aujourd'hui, là. Mais c'est ce qu'on fait chez des enfants. L'enfant va réagir aussi, il va en vouloir à son parent. Mais l'enfant n'a pas eu les bonnes informations. Puis c'est vrai que malheureusement, on voit des parents, des fois, qui ne sont pas très présents. Il faut quand même ne pas tout mettre les parents dans le même panier. Il y en a qui sont super attentionnés et qui pourraient déplacer des montagnes pour aller voir leurs enfants. J'ai des parents qui font 2-3 heures de route pour aller passer 1 heure avec les enfants. Ce qui engendre beaucoup de frais, de la perte de travail. Ces parents-là ne manqueront jamais un contact pour aller voir les enfants. Mais ils se font quand même reprocher quand il arrive un incident, ils sont reprochés de ne pas être présents pour l'enfant. Merci. À votre connaissance, y a-t-il trop de visites supervisées inutiles à la DPJ? Oui. Il faut faire une différence entre le parent qui pourrait porter préjudice à son enfant sur du long terme et le parent qui pourrait faire du mal à son enfant ici, maintenant. On a des parents qui ont une vie qui serait pas idéale pour élever un enfant, mais que les 2-3 heures qu'il passe avec son enfant, le parent, un parent idéal, va être centré sur son enfant à 100%, va lui faire passer des moments de qualité. Mais ce parent-là, souvent, va être pris dans un centre jeunesse où il n'y a pas d'installation, où il n'y a pas de parc pour jouer, où tout est contraignant. Tandis qu'il pourrait avoir son enfant 2-3 heures, aller jouer au parc avec. Mais nous, comme intervenants de centre jeunesse, on n'a pas le droit d'aller dans un lieu public avec un parent et son enfant. On n'a pas le droit d'aller manger une crème glacée avec le parent et son enfant. On n'a pas le droit d'aller chercher une petite boisson fraîche l'été quand il fait chaud. Parce que peut-être que le parent a donné un rendez-vous à quelqu'un qui ne devrait pas être en contact avec son enfant. Le parent et l'enfant sont brimés dans la qualité du temps qu'ils passent ensemble par nos restrictions. Les piscines sont interdites
je vais à domicile avec un enfant, je dois interdire à l'enfant et aux parents de se baigner l'été parce que peut-être qu'il y a quelque chose que je ne verrais pas ou que je ne comprendrais pas pendant que les enfants jouent dans l'eau. Merci. Est-ce qu'à votre connaissance, au niveau des visites supervisées, la DPJ l'utilise comme arme de pouvoir? Oui. Il y a des régions où les supervisions de contact sont très peu présentes, où la supervision de contact va être effectuée par l'intervenant juste pour s'assurer du bien-être de l'enfant, de l'état des lieux. Et il y a d'autres régions où la supervision de contact est systématique. On ne laisse aucune chance aux parents de passer des moments de qualité avec son enfant. C'est carrément ça. Quand on est une famille de 4 ou de 5 personnes assis autour d'une table de conférence dans un bureau du centre jeunesse, les choix d'activités sont limités. Je peux vous dire que les jeux d'Uno et les jeux de skidoo, là, les parents et les enfants en ont vite fait le tour et verbalisent justement qu'ils ne veulent plus être là. J'ai des enfants qui verbalisent qu'ils ne veulent plus venir au centre jeunesse faire les contacts. Pas qu'ils ne veulent plus voir les parents, qu'ils ne veulent plus être dans ce milieu-là. Il faut faire la différence aussi. C'est l'enfant. C'est... Qu'est-ce que vous voulez qu'un enfant de 3 ans, de 4 ans fasse pendant 2-3 heures de temps assis sur une chaise devant une table où le parent ne peut pas vraiment utiliser de moyens technologiques comme le cellulaire ou un ordinateur pour faire jouer des films à son enfant parce que c'est pas adéquat. À votre connaissance, est-ce que la DPJ fait tout en son pouvoir pour maintenir le lien d'attachement avec les parents biologiques et l'enfant? Non. Non. J'ai des nouveaux-nés qui vont voir leur mère 1h30 par semaine. La mère est obligée d'interrompre l'allaitement parce que la DPJ ne veut pas offrir de contact assez régulier pour que la mère puisse produire du lait pour envoyer à la famille d'accueil. J'ai des enfants nouveau-nés, 1-2 mois, qui ne reconnaissent plus le parent parce que c'est pas le parent qui vit le quotidien avec son enfant. Puis, il n'y aura jamais la chance de créer un lien avec ce parent-là parce que la relation qu'ils ont avec le parent, c'est plus la relation mon oncle et ma tante qui vient faire un tour pendant 1 heure pour jouer avec. J'ai des parents qui ne voient pas évoluer les enfants. J'ai des parents qui ne verront jamais les premiers pas de leurs enfants. Ces moments-là leur sont volés. J'ai des parents qui n'ont pas de contact avec les familles d'accueil, qui n'ont pas de relation avec les familles d'accueil. Pas tout le temps parce que la famille d'accueil ne veut pas avoir de relation avec les parents, parce qu'il y a un interdit au niveau du centre jeunesse d'avoir un moyen de contact avec les parents, d'envoyer une petite vidéo pour montrer le progrès de l'enfant. Merci. À votre connaissance, selon M. Legault, il y a des parents qui ne pourront jamais être parents au Québec. Dans ce que vous constatez dans votre travail, est-ce que ces parents-là ne peuvent pas être parents au Québec parce qu'ils ne sont pas capables ou c'est simplement parce que ces parents-là ont été, comme vous dites, étiquetés ou ont été jugés, donc la société a décidé qu'ils ne seraient jamais parents au Québec? C'est une décision que le gouvernement a prise. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon parent? Ça prend de l'amour, ça prend un minimum de moyens.
c'est tout ce que ça prend pour être un parent. Quelle mère qui a porté son enfant pendant 9 mois peut souhaiter qu'il lui soit ôté à la naissance? Il n'y a pas personne qui veut ça. Mais la triste réalité, c'est que souvent, ces parents-là font partie d'un système, sont déjà connus du système, et que dès qu'il y a une grossesse, un accouchement de prévu, on appelle à l'urgence sociale pour mentionner quand telle personne est enceinte, telle personne est à l'hôpital présentement, vient d'accoucher, vient d'avoir son bébé. Je vous dirais qu'il y a encore des gens en 2023 qui cherchent des moyens d'accoucher ailleurs que dans un milieu hospitalier parce qu'ils ont peur que le signalement vienne directement du réseau. C'est pas normal. Non. À votre connaissance, est-ce que le fait que Mme Régine Laurent ait mis les alertes naissance at large au Québec aide ou n'aide pas les familles biologiques au Québec? Ça n'aide pas. Ça n'aide pas parce que, justement, les jeunes parents qui ont l'étiquette dans le front, eux autres sont ciblés systématiquement sans avoir prouvé leur capacité, sans avoir reçu l'aide nécessaire. Être parent, ça ne s'apprend pas dans un livre. On sait que pour certaines personnes, le lien parental va être plus ou moins présent, mais j'ai rarement vu des parents qui n'avaient aucun lien d'affection avec leur enfant. Le parent va toujours vouloir faire au mieux pour l'enfant. Je crois que c'est à nous de l'aider dans cette démarche-là. Mais question pour vous. Est-ce qu'au Québec, la famille de proximité ou élargie fait en sorte qu'on a donné assez la parole aux parents et que les parents avaient le pouvoir ou les parents n'ont pas de pouvoir puis la famille élargie, elle n'est pas considérée assez? La priorité ne va pas toujours pour un placement chez la famille élargie de l'enfant, au détriment de l'enfant. Il sera toujours plus sécurisant pour un enfant d'être avec des gens qu'il aime, des gens qu'il connaît, plutôt qu'avec des étrangers. Même si certaines familles élargies font la preuve, sont capables de prendre soin des enfants, des petits-enfants, mais pour certains intervenants ne seront jamais adéquats. J'ai des grands-parents qui se font refuser la garde de leurs petits-enfants parce que le grand-parent est encore sur le marché du travail. On leur pose comme question, je ferais quoi avec un nouveau-né? La réponse est, je ferai comme tous les parents qui ont des enfants. Je prendrai un congé, mais il va préférer confier cet enfant-là à un étranger qui va faire absolument la même chose. Plutôt que de le confier aux grands-parents, parce que là, ils vont se dire, le grand-parent va-t-il être en mesure d'appliquer nos interdictions, nos interdits de contact, nos limitations de temps face à son enfant? Merci. Je vais juste vous en poser une autre parce que ça m'est venu dans la tête avant de vous quitter pour vous laisser avec Jean-François. Au Québec, est-ce que la DPJ telle qu'elle est maintenant a encore sa place? Non, pas comme c'est maintenant. Les enfants ont toujours besoin de protection. Ils ont toujours besoin de gens bienveillants pour veiller sur eux. Mais la société a évolué depuis les 40 dernières années et j'ai l'impression que le système n'évolue pas. Contrairement aux réalités parentales des parents d'aujourd'hui.
Il y a certains mots qu'il faut qu'ils soient vérifiés. Il faut qu'on s'adapte à la réalité du parent, au manque d'outillage du parent, aux parents qui n'ont pas le réseau social dont leurs parents ont bénéficié. Il faut les éduquer, ces parents-là. Il faut qu'ils apprennent à devenir aussi de bons parents, qu'ils savent qu'ils ont le droit de faire des erreurs et de se reprendre en main au lieu d'être accusés tout le temps. Ces parents-là ont le même besoin que l'enfant, très souvent. Merci. Madame X, la dernière question pour vous. Est-ce que l'anonymat de la DPJ est une problématique? Quand vous parlez d'anonymat, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, parfait. L'anonymat des signalements, l'anonymat de ce qui est dans leur dossier. Donc, tout ce qui est caché. Est-ce que tout ce qui est caché à la DPJ est problématique dans les dossiers de parents? Oui. Pourquoi cacher des faits qui sont réels? Si je porte une accusation en tant que citoyen du Québec, je suis en mesure de prouver mes dires. Je n'ai pas besoin de le cacher. Je n'ai pas besoin de retirer mes écrits. Je n'ai pas besoin d'inventer du matériel. Et pourtant, aujourd'hui, on voit de fausses accusations, des dossiers retirés, plein de non-sens. On voit des enfants qui sont très perturbés, qui ne reçoivent pas l'aide appropriée parce que quelqu'un a décidé de faire un petit trait au crayon feutre sur certains passages des verbalisations d'enfants. Le parent devrait avoir accès à tout ce qui concerne le bien-être de son enfant. On reproche aux parents certains faits. On ne devrait pas placer un enfant dans un milieu qui est plus préjudiciable que le milieu où on l'a retiré. J'ai des enfants qui ont été retirés pour des négligences et qui sont placés dans des milieux encore plus négligents où le développement de l'enfant va être compromis et où les intervenants se mettent dans la situation et où ils ne font rien pour protéger l'enfant. J'ai des adolescents qui sont en train de ruiner des années scolaires, des adolescents qui ont des pensées suicidaires. Ils n'ont toujours pas recours à des psychologues, à des services pour les aider. On attend que l'enfant se ramasse dans un milieu hospitalier pour agir, alors qu'on devrait être là pour prévenir. Merci, Madame X. Moi, j'ai terminé, Jean-François, pour mes questions. Merci infiniment pour votre ouverture d'esprit.